Je n'ai pas le temps d'accuser le coup, qu'Alexandre se tourne à nouveau vers le souverain. Diane n'est autre que la fille unique du baron de Gastefrisch, votre pupille, sire, assure-t-il. Je l'ai moi-même escortée depuis l'Auvergne jusqu'à Versailles. J'ignore ce qu'elle fait ici ce soir, mais elle est inoffensive. Sur ma tête, j'en réponds. L'ironie de cette plaidoirie me foudroie. Après m'avoir sauvé la vie une première fois face à Marc-Antonio et Edmé, cet être que j'ai promis de tuer me défend à nouveau, jurant que je suis celle que je ne suis pas. Ne l'écoutez pas, sire, glapit Edmé. Cette sauvageonne n'a rien d'inoffensif. Elle a essayé de m'attaquer avec un couteau. Un couteau, répète le roi, toujours à demi couvert d'ombre. Eh bien, mademoiselle de Gastefrisch, que répondez-vous à cela? Il s'adresse directement à moi. Lui, le plus grand monarque du monde, qui régnait déjà avant la naissance de mon père, du père de mon père et de leurs aïeux sur 10 générations. Lui, le roi Croque-Mitaine, dont l'ombre terrifiante dissuade les enfants de sortir après l'avertissement du tocsin. Mes peurs de gosse me submergent, surgies du tréfonds de ma mémoire. Je me suis perdue, je bredouille, redevenue soudain une toute petite fille prise en faute. Le roi se dirige vers moi, sa canne scandant son pas solennel. Les 2 cerbères avancent avec lui, parfaitement coordonnés. Ils entrent dans la lumière lunaire, et je m'aperçois que ce ne sont pas des chiens. Ce sont 2 grands loups au pelage entièrement blanc, assortis au juste au corps de leur maître. La tête du souverain émerge enfin de l'ombre. J'ai la sensation démente, nauséeuse, de voir s'animer la gravure de la cheminée, comme dans un songe délirant, comme dans un cauchemar éveillé. Le masque d'or de Louis l'Immuable, lui, au milieu de sa crinière fantastique, ce long nez droit, ce haut front lisse, ses lèvres fines figées dans une absence d'expression totale. Un faux visage insondable, à l'image du temps lui-même. L'histoire dit que Louis avait 76 ans lorsqu'il a été transmuté. Mais à quoi ressemble-t-il réellement, sous ce masque sans âge? Ses chairs ont-elles bénéficié du rajeunissement maléfique dont jouissent les autres vampires? Ont-elles au contraire conservé l'aspect de son âge avancé? Ou pire encore, quelle mutilation innommable ont-elles subi? En guise de réponse aux questions qui me vrillent la cervelle, l'immuable m'interroge à son tour. Vous vous êtes perdu, vraiment. Et dans votre errance, auriez-vous poignardé par mégarde l'un de nos gardes suisses, dont on a retrouvé le cadavre il y a 1 heure à peine, à la lisière de nos jardins? À travers les fentes de son masque, je distingue ses pupilles largement dilatées par l'obscurité. Ce regard insondable et plus noir que la nuit me terrasse. Il me renvoie à mon insignifiance, à ma totale vulnérabilité. Mes dents se mettent à claquer. Pas seulement à cause de la terreur. C'est aussi le froid, si glacial à présent, qui pénètre jusqu'au creux de mes os, et même plus loin encore, au fond de mon âme. Je suis obligée de me rattraper à Alexandre pour ne pas chanceler. Il n'y a absolument aucune échappatoire. Il n'y a aucune explication acceptable à ma présence dans les jardins, pendue au bras d'un vampire que je hais. À moins que cette image pathétique soit mon salut. Je n'ai pas seulement perdu mon chemin, sire, je hoquette. J'ai aussi perdu la raison, en voulant retrouver mon amour éternel. Je lève les yeux sur la tête d'Alexandre, cette tête que je me suis juré de trancher. Diane, murmure-t-il, fronçant ses sourcils roux, qu'est-ce que tu racontes? Je suis tombée sous ton empire, Alexandre, depuis notre voyage en carrosse, et même au premier regard. Ma voix chevrotte de dégoût en prononçant cette déclaration exécrable, totalement fausse. Mais qu'en savent-ils, ceux qui m'écoutent? À leurs yeux, je ne tremble pas de peur, mais de passion, et c'est tout ce qui compte. Passer 1 heure de plus sans toi m'était insupportable, dis-je encore. Je me suis enfuie de la grande écurie pour te retrouver, mon amour. Je me serre contre son gilet de soie, faisant mine de m'y réfugier tel un oisillon, et j'éclate en sanglots. Quant à ce garde suisse, il a voulu abuser de moi en faisant semblant de me mener à toi. J'ai juste essayé de me défendre comme j'ai pu, avec un couteau volé à sa ceinture, moi qui n'ai jamais manié d'arme de ma vie. J'ignorais qu'il était mort de sa blessure. Les larmes coulent abondamment le long de mes joues. Non par pitié pour le garde suisse. C'est la tension accumulée depuis le début de la nuit qui explose d'un seul coup, comme ont éclaté les nuages lorsque j'étais sur les toits. « Mortange !» tonne le roi, aussi fulgurant que les éclairs qui striaient le ciel.
C'est la première fois qu'il se départ de son ton distant et vaguement ennuyé pour hausser la voix. L'effet est d'autant plus terrifiant que les lèvres métalliques de son masque n'ont pas bougé d'un millimètre. Son grondement suffit à faire taire les jardins entiers, jusqu'aux animaux nocturnes dans les haies. Alexandre lui-même reste quoi, foudroyé par la colère royale. « Vous avez tourné la tête de cette jeune mortelle pour la séduire », l'accuse le roi, abattant sa canne sur le sol si fort que je sens une secousse sismique jusque dans mes jambes. « Vous n'avez décidément rien retenu des leçons du passé. » La poitrine d'Alexandre frémit sous ma joue. Oui, frémit de peur. Je devine que ces leçons du passé font référence à la raison pour laquelle il a été banni il y a 20 ans de cela. Est-ce l'incendie de l'opéra évoqué par Edmé ? Peu m'importe. La seule chose qui compte, c'est que l'attention du roi se soit détournée de ma personne pour se concentrer sur la sienne. Vous avez encore joué les Don Juan sans penser aux conséquences, misérable créature que vous êtes, engluée dans des passions trop humaines, poursuit la terrible voix, filtrant du masque aux lèvres closes. Et voyez le résultat. Vous serez privé des honneurs de la cour pour 2 mois. Pas de bal ni de festivités pour vous jusqu'à nouvel ordre. Votre Majesté, parvient à articuler Alexandre. Silence! Si vous n'aviez pas contribué à écraser d'immondes cloportes frondeurs, je vous renverrai aussitôt en exil. Et pour 40 ans cette fois. La mention de ma famille me tord les boyaux. La manière dont le roi les traite de cloportes me vrille le cœur. Je risque un coup d'œil vers lui. Mon regard s'abîme droit dans le sien, infiniment dilaté. J'ai l'impression de me noyer corps et âme dans un gouffre sans fond, comme si les milliers de nuits passées à observer l'univers du haut de sa tour avaient empli l'esprit du roi d'un vide cosmique, infini et glacé, comme l'espace lui-même. Je baisse la tête, les yeux embués de larmes et l'âme déchirée, incapable de supporter ce spectacle une seconde de plus sans devenir démente. Mon attention se fixe sur les loups blancs qui me couvent de leurs pupilles noires. Elles aussi sont dilatées de manière aberrante, surnaturelle. Ces animaux, je le devine, ont du sang vampirique dans les veines. Quant à vous, mademoiselle, vous êtes une sotte. M'accable le roi, d'une voix suintant le mépris, au-dessus de ma nuque courbée. Vous vous êtes amouraché d'un vampire, comme une vulgaire roturière des banlieues. Qu'espériez-vous, qu'il vous transmuterait ? Non seulement il est illégal de transmuter quiconque sans l'accord de la faculté, en application du numerus clausus, mais ce paltoquet est loin d'en avoir le pouvoir. Il ne réussirait qu'à vous saigner à mort. Votre erreur de jugement à elle seule mériterait que nous vous renvoyions de notre école. Les yeux rivés sur mes pieds nus et couverts d'écorchures, je déglutis pour faire passer le goût amer de ma survie, arraché de justesse au prix d'une vengeance perdue. Mais votre bravoure, si désordonnée soit-elle, commande que nous vous y gardions, continue le roi. Vous avez échappé à un rustre qui en voulait à votre vertu et à 2 vampires en chasse. Ce n'est pas rien pour une petite souris grise comme vous. Souris grise, les mêmes mots qu'Hélénaïs a employés pour m'insulter. Mais dans la bouche du roi, étrangement, il semble sonner davantage comme un compliment. Surage, raccompagnez-la à la grande écurie, ordonne-t-il. Et veillez à ce qu'on lui accorde une garde-robe digne de ce nom au lieu de cette toile grossière, qu'il ne soit pas dit que l'immuable habille ses pupilles avec des chiffons. Pour l'heure, les étoiles nous appellent. L'empyrée n'est jamais si limpide qu'après la pluie. Venez, Exili, laissons ces basses querelles de courtisans sans intérêt pour nous absorber dans la contemplation infinie de l'espace et du temps. Je ne relève la tête que pour voir le roi masqué tourner ses talons rouges, entraînant à sa suite son grand archiâtre, ses loups vampiriques, et son escorte silencieuse vers le mystérieux observatoire. La froideur reflue telle une marée qui se retire. Parmi les 6 écuyers mortels, un seul est resté derrière, un grand jeune homme à l'allure altière. Sous un turban d'un ocre foncé, assorti au cuir de son plastron, son visage cuivré se confond avec la nuit. Je ne perçois que ses yeux luisants dans l'ombre de ses sourcils noirs et épais. Est-ce un Ottoman venu de Turquie, un Cosaque de la dangereuse Cimmérie, ou quelqu'un qui vient de plus loin encore? L'étrange dague accrochée à sa ceinture évoque l'Orient mystérieux de mes romans d'aventure. 2 lames ondulées se déploient de chaque côté du manche en corne ciselée. Mademoiselle,
dit-il en me présentant sa main. Il y a quelque chose de grave dans sa voix profonde. Je m'accroche à son bras puissant pour m'arracher à Alexandre, encore muet des remontrances du roi. Soutenu par l'écuyer, je m'enfonce vers la sortie du labyrinthe, vers le monde extérieur, vers la vie.